Merci, Bouchra. Donc, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je travaille à l'hôpital Henri Mondor. Et donc là, j'ai mis un peu les titres qui sont en rapport avec cette présentation. Je suis notamment vice-présidente de l'association de cytométrie en hématologie française, le CITEM, dont je vous reparlerai à de multiples reprises dans cette présentation, puisque je co-coordonne le groupe CITEM HPN. Et je suis co-investigatrice principale de l'Observatoire national des clones HPN, dont je vous reparlerai aussi durant la présentation. Bonjour à tous, Régis Delatour, moi je travaille pour Oriane. J'espère que c'est enregistré. Génial. Voilà, et donc c'est le versant clinique sur l'HPN. Je m'occupe du centre de référence à Saint-Louis et aussi de la filière Marie qui est très représentée là aujourd'hui. Et donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je voulais simplement remercier les organisateurs pour le dynamisme et l'entrain à faire ces journées. C'est vraiment très plaisant. Donc voilà, je commence par remercier au début. Voilà, donc nos liens. On ne va pas passer trop de temps là-dessus, d'intérêt. sinon on ne va pas être dans les... Voilà, alors on a fait cette présentation sous format de questions-réponses auxquelles nous allons répondre alternativement. Donc, la première était de vous rappeler comment on réalise en 2025 une recherche de clone HPN et s'il y avait aujourd'hui une place pour la biologie moléculaire. Donc, je vous rappelle qu'effectivement, cette maladie, l'HPN, est liée à une mutation du gène PIGA qui survient dans la cellule souche hématopoïétique et que cette mutation va bien sûr se retrouver dans toutes les cellules sanguines qui vont dériver de cette cellule souche hématopoïétique. Et donc, ces cellules matures circulantes, c'est celles-ci que nous allons cibler pour rechercher le clone HPN. Alors, je vous rappelle que le gène PIGA code une enzyme qui intervient dans la première étape de synthèse du pont GPI, qui va permettre d'ancrer un certain nombre de molécules à la surface des différentes cellules sanguines matures qui circulent dans le sang périphérique. Et donc, la recherche, le diagnostic d'HPN va se faire en recherchant, en mettant en évidence et en quantifiant un clone sur le sang périphérique par cytométrie en flux, qui est la technique de référence, puisqu'elle va permettre, cette technique, excusez-moi, je pensais animer le petit film, mais en fait, ça ne marche pas. Donc, cette recherche par cytométrie en flux, ah voilà, super, merci. Va permettre de mettre en évidence un déficit de ces différentes molécules qui sont ancrées via le pont GPI à la surface des cellules. Donc, on va regarder en première intention les leucocytes, les polynucléaires neutrophiles et les monocytes. Et on va pouvoir mettre en évidence un déficit soit total, et c'est les points qui sont représentés voilà, en noir ici sur les différents types cellulaires, qui correspondent aux cellules de type 3. Le déficit partiel étant, lui, vous voyez, représentés ici avec les événements qui sont colorés en gris, les cellules normales étant les cellules qu'on appelle de type 1. Donc, voilà, les cellules totalement déficitaires, c'est les type 3. Partiellement déficitaires, c'est les type 2. On va en reparler à plusieurs reprises au cours de la présentation. Et en fait, on va rendre la taille totale du clone HPN en additionnant les cellules déficitaires partielles, donc les types 2, et les cellules déficitaires totales, les types 3. Et ce qui est important de savoir, c'est que sur les leucocytes, on va utiliser donc on va regarder la perte effectivement de marqueurs GPI ancrés comme le CD24 sur les neutrophiles, le CD14 sur les monocytes, et on va associer un marqueur particulier qui s'appelle le FLAIR, qui n'est pas un anticorps dirigé contre une protéine ancrée GPI, mais un réactif qui est dérivé d'une toxine bactérienne qui se fixe spécifiquement sur cette encre GPI. Donc, c'est vraiment un marqueur extrêmement utile qui nous permet, et on le reverra tout à l'heure puisqu'on l'a à disposition depuis maintenant 15 ans, de justement pouvoir mettre en évidence ces cellules partiellement déficitaires sur les leucocytes. Voilà. Et donc, cette recherche, elle se faisait depuis les premières recommandations internationales en 2010 en première intention sur les leucocytes. Et à présent, depuis la réactualisation des recommandations internationales en 2018, il est vraiment recommandé de faire cette recherche sur les hématies de façon systématique. Et à ce titre, donc, le groupe CITEM HPN, hein, qui travaille justement pour Agathe Debliquet, qui est une co-coordinatrice et présente également dans la salle, travaille pour pouvoir justement donner des recommandations pratiques aux différents biologistes membres du CITEM, et donc ça de façon à bien sûr s'assurer de la robustesse des résultats qui sont rendus aux cliniciens prescripteurs. Et nous avons organisé fin janvier, dans cet endroit même, au Lao Business Center, un workshop dédié à l'analyse des hématies pour mettre en évidence également ces cellules partiellement et totalement déficitaires. Donc je vous disais, on parle de mutation, on parle de clone, on pourrait donc se demander s'il y a une place
pour la biologie moléculaire, pour le diagnostic de cette maladie. En fait, le monsieur ne m'entend pas. Non, parce que vous allez voir une représentation du gène PIGA, qui est un très grand gène, sur lequel, en fait, on a rapporté, apparemment, il faut attendre, sur lequel on a rapporté donc, un certain nombre, plus de 180 mutations ont été rapportées dans la littérature. En fait, il n'y a pas de hotspot de mutation. Et donc, de plus, on retrouve des mutations du gène PIGA. Voilà la représentation du gène. Et donc, on retrouve des mutations du gène PIGA chez les sujets sains sans qu'il y ait de clones détectés par cytométrie en flux. Donc, à ce jour, en 2025, la recherche des mutations de PIGA ne sont pas recommandées pour un diagnostic de routine. Alors ensuite, la phase suivante, c'est de savoir quand est-ce qu'on doit prescrire la recherche d'un clone HPN. Donc ça, je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais juste à titre de rappel. Donc évidemment, quand on a une anémie hémolytique à Coombs négatif, donc très clairement, c'est des situations qui sont rares, mais y penser chez des patients qui n'ont pas d'origine auto-immune à leur anémie hémolytique et qui, en plus de ça, sont jeunes. La médiane d'âge de diagnostic de l'HPN, c'est 30 ans. Donc voilà, ces patients qu'on a éventuellement par l'intermédiaire des urgences. L'insuffisance médulaire, donc en pratique les cytopénies. Et ça, encore une fois, il y a toujours cette petite difficulté entre le PTI où il y a une thrombopénie isolée et l'ensemble des autres marqueurs de la numération, même le VGM, est normal. Et par ailleurs, quand on a une bicytopénie ou une tricytopénie, qu'on n'a pas d'éventualité d'hypothèse diagnostique, on peut être amené à faire un clone HPN. On va le voir tout à l'heure, le clone HPN, ça nous sert en fait à faire la différence entre une pathologie acquise et une pathologie constitutionnelle, c'est-à-dire dans le cas des insuffisances médulaires. Quand il y a clone HPN, eh bien, c'est très en faveur d'une pathologie acquise immunologique et non pas d'une pathologie transmise congénitale. Et puis enfin, les thromboses inexpliquées. Alors, il ne s'agit pas de faire un clone HPN à toutes les thromboses inexpliquées. Il y a des causes beaucoup plus fréquentes, notamment le cancer, qui est une cause de thrombose fréquente et qui nous permet d'ailleurs de découvrir un certain nombre de cancers. Et puis ensuite, il y a aussi évidemment des facteurs de thrombophilie qui sont là encore bien plus fréquents que l'HPN. Donc, une fois chez un sujet jeune qu'on a éliminé ces causes-là, on peut être amené à faire un clone HPN, mais jamais en première ligne. Et puis l'autre chose qui pourrait nous amener à faire un clone HPN en première ligne sont des sites électifs de l'HPN, à savoir des thromboses mésentériques, des syndromes de Budd-Chiari. À ce moment-là, évidemment, on peut être amené à faire tout de suite un clone HPN, en sachant que, juste pour la petite histoire, sur 100 syndromes de Budd-Chiari, on a entre 2 et 5 HPN. Donc autant vous dire que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement rare. Et puis bien entendu, quand on a des thromboses avec des cytopénies ou avec des signes d'hémolyse, là encore une fois, on peut être amené, et entre guillemets, c'est de bonnes pratiques, de faire un clone HPN en première intention. Alors ensuite, je crois que je te redonne la main pour les manifestations cliniques et le clone. Donc, je trouvais intéressant on a trouvé intéressant de vous remettre cette représentation en fait, issue de la cohorte anglaise qui a été publiée il y a quelques années et qui remontre finalement le rapport entre la taille du clone HPN, donc évalué sur les neutrophiles, et les différentes situations que Régis vient de vous décrire. Donc, on voit typiquement que dans les formes hémolytiques, eh bien, on trouve majoritairement des clones de très grande taille. Et donc, pour les mettre en évidence, on n'a effectivement pas besoin forcément d'une technique de cytométrie de haute sensibilité, mais une technique de routine avec une limite de détection de 10-2 sur les neutrophiles est tout à fait suffisante. Dans les situations d'insuffisance médulaire, qu'il s'agisse d'aplasie ou bien de syndrome myélodysplasique, on voit qu'on peut avoir donc des tailles très variables qui vont jusqu'à plus de 99%, mais majoritairement, on va trouver des clones de petite taille, notamment inférieurs à 1%, dont on va vous reparler juste après. Et puis, dans les formes thrombotiques, cette étude retrouvait essentiellement des clones, là encore, majoritaires, donc plus de 50%, avec de rares clones de taille inférieure. On vous reparlera de l'expérience française, où on a aussi des cas où on trouve de thrombose, où on trouve des clones de taille assez réduite. Alors ça, c'est un problème clinique fréquent. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on détecte des clones et on les détecte de plus en plus petits. Et ça, Oriane va revenir dessus tout à l'heure. Et donc, simplement pour que les choses soient claires en clinique, on retient un clone HPN à plus d'1%. Ça permet quand même de simplifier les choses. Alors, à quoi ça va nous servir? Donc, si on a un clone à plus d'1%, je vous l'ai dit, la première chose, c'est dans l'exploration des insuffisances médulaires, on est souvent un peu perdu, dans le sens où, par exemple, un jeune femme de 16 à 17 ans qui arrive avec des cytopénies, dans le cadre de l'exploration, ça peut être une pathologie auto-immune, lupus ou autre, ça peut être une insuffisance médulaire, ça peut être une myélodysplasie, plus rarement, mais plutôt génétique, leucémie aiguë ou autre. Et c'est vrai que dans l'exploration, une fois qu'on a éliminé, évidemment, par le myélogramme, les causes les plus
les plus florides et les plus évidentes, leucémie, myodysplasie, eh bien, le fait d'avoir un clone HPN positif va nous aider, et ce seuil de 1% nous aide beaucoup pour dire encore une fois que c'est plutôt une pathologie génétique et va nous orienter sur une prise en charge familiale avec des recherches de gènes. On a un panel d'environ 160 gènes dont on sait qu'ils sont impliqués dans l'hématopoïèse. Et pour cela, la plupart du temps, dans 99,9% des cas, le clone HPN est négatif. Donc en pratique, quand on a un clone HPN positif, on est vraiment dans des insuffisances médulaires qui sont auto-immunes et qui vont plutôt aller dans la case immunosuppression, voire greffe s'il y a un donneur géno-identique. L'autre chose aussi, c'est que si on a un clone de plus d'1%, on peut imaginer qu'il va s'expandre, en tout cas qu'il va peut-être possiblement augmenter. Donc là aussi, c'est important dans le suivi de ces malades de le faire au moins une fois par an. Alors bien sûr, il faut sensibiliser les malades aux signes de l'HPN, aux thromboses, aux risques, mais évidemment aussi une clinique simple, douleur abdominale, fatigue. Mais en pratique, on le fait aussi une fois par an parce que ça nous permet de voir des patients, à peu près 20% des patients qui vont avoir un clone qui va évoluer pour aller jusqu'à une forme clinique hémolytique qui aura besoin d'un inhibiteur du complément. Et puis la dernière chose, pourquoi c'est important de suivre ces malades, c'est parce qu'un patient, même avec 1% de clone HPN, a un surrisque de thrombose. En pratique, l'HPN, comme les facteurs de thrombophilie, sont des facteurs de risque de thrombose. Et quelquefois, sur les insuffisances médulaires avec des petits clones, on a eu des patients qui sont présentés aux urgences avec des douleurs abdominales aiguës et pour autant non hémolytiques, avec un clone qui n'était pas très élevé, 20 à 30%, et qui avait un vrai Budd-Chiari. Donc ça aussi, ça doit nous orienter, en tout cas nous forcer à faire des explorations quand on a des signes de thrombose et que les patients ont une HPN. Alors ensuite, évidemment, Oriane va vous montrer qu'elle est capable de détecter des clones beaucoup plus petits et elle va nous dire tout ce qu'elle peut en faire. Oui, alors comme vous venez de l'entendre, Régis ne considère les clones qu'au-delà de 1%. Donc, mais comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, depuis 2010, et le groupe expert HPN en France avait lancé à cette époque un workshop pour justement promouvoir l'utilisation de ce fameux réactif Le Flair qui nous a permis de pouvoir développer des techniques de haute sensibilité et de détecter des clones dès la taille de 0,01%. Vous voyez qu'on est quand même très loin du 1%. À partir de 2013, on a pu mettre en place au sein de notre groupe un programme de comparaison interlaboratoire qui est mené de main de maître par Agathe, donc, qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la salle. Et ce programme de comparaison laboratoire est un programme annuel auquel adhèrent plus de 50% de laboratoires participants. Et dans cet effort aussi de recommandation, le groupe CITEM HPN, avec le soutien d'Alexion, a pu éditer à 2 reprises, la dernière version est sortie en 2022 de mémoire, une plaquette que les biologistes peuvent avoir dans leur poche de blouse pour pouvoir harmoniser les conclusions face aux différentes situations des indications. Donc, Régis vous a détaillé, et en fonction du résultat, une recherche, évidemment une recherche, et en fonction de la taille du clone détecté, ou bien en l'absence de clone détecté, pour pouvoir harmoniser les conclusions et que les cliniciens prescripteurs aient en fait un rendu homogène sur l'ensemble du territoire. Donc, avec tous ces efforts d'harmonisation, nous avons considéré en 2016 que nous étions tout à fait prêts en France à pouvoir ouvrir un observatoire national des clones HPN qui a été alimenté par les cytométristes qui ont pu inclure tous les patients à partir du moment où ils détectaient donc un clone ou de rares cellules GPI liées, donc de plus de 0,01%. Et cet observatoire a été ouvert pour une période de 5 ans. Donc, il avait été ouvert le 29 février 2016, donc clin d'œil à la Journée internationale des maladies rares, et il s'est fermé le 28 février 2021. Et donc, dans cet observatoire, il y a plus de 600 patients qui ont été inclus par les cytométristes, dont certains sont dans cette salle et ont inclus de façon très active. Eh bien, nous avions 138 malades qui avaient une taille de clone inférieure à 1%. Et là, les recommandations internationales précisent la nomenclature. Donc, en fait, quand vous avez un clone entre 0,1 et 1%, on parle de clone minoritaire. Nous avions 89% de clones de patients présentant un clone de cette taille. Et entre 0,01 et 0,1%, on ne parle pas stricto sensu de clones, mais de rares cellules déficitaires en protéines GPI liées. Et nous avions dans l'observatoire 49 patients donc, qui présentaient un clone de cette taille-là. Et l'intérêt de cet observatoire, je vous l'ai dit, il a été ouvert sur une période de 5 ans, mais on n'a pas seulement inclus en fait les patients nouvellement diagnostiqués, mais également tout patient
qui avaient un diagnostic de clone HPN avec un point de suivi réalisé par les laboratoires sur cette période de 5 ans, ce qui nous a permis d'avoir vraiment un suivi à long terme. Et on a pu regarder l'évolution donc, pour une certaine partie de ces patients, on a suivi au long terme. Et vous voyez qu'environ, donc vous avez en bleu les patients qui avaient donc de rares cellules HPN et en saumonné les patients avec un clone minoritaire. Et au cours du temps, nous avons pu voir qu'environ un tiers de chaque catégorie passait dans la catégorie supérieure. Donc ça, c'est important, sachant que des patients qui avaient des clones minoritaires se sont retrouvés avec des clones qui ont dépassé les 50% et qui ont parfois été mis sous traitement inhibiteur du complément. Donc c'est vraiment important pour nous, pour dire aux cliniciens dont Régis, qui ne croyaient pas trop à toutes ces clones qu'on lui détectait depuis 2010, que ces patients doivent être suivis de façon attentive par les cliniciens puisqu'ils peuvent évoluer au cours du temps. Et juste simplement pour vous montrer qu'on n'a eu aucune disparition spontanée, là on contredisait un peu la seule étude de suivi longitudinal de clones qui a été maintenant publiée en 2009. Seuls les patients en fait, qui avaient vraiment des disparitions de clones étaient ceux qui avaient subi une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Alors, ensuite, donc encore une fois, hein, vous avez bien compris, ce n'est pas une opposition, hein, ce n'est pas des avis contraires. C'est juste qu'en clinique, il faut être relativement simple parce que sinon, après, on part dans du délire. Et en pratique, il est clair que, non mais, je dis juste que ça n'empêche pas que des patients qui ont une insuffisance médulaire avec un tout petit clone, même inférieur à 1%, quand on discute avec le biologiste, bien entendu qu'on retient le diagnostic de médulaire acquise. Ah, tu vois, c'est un Non, intérêt. je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je le précise. C'est encore une fois, mais c'est vrai que c'est plus facile pour les recommandations cliniques au sein du PNDS disséminées qu'on reste sur 1%, parce que sinon, après, on ne sait plus de quoi on parle et on se retrouve avec des patients traités par inhibiteur du complément à moins de 1%. Enfin bref. Voilà. Donc en pratique, qui traiter? On y vient. Donc des patients qui ont vraiment des manifestations cliniques importantes de leur maladie. Encore une fois, hein, comme je dis toujours, hein, si les traitements coûtaient 10 euros, il n'y a aucun problème. Tout le monde serait traité compte tenu de leur profil de safety. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il nous faut être raisonnable et il nous faut traiter les patients à risque de complications. Et donc, en pratique, les patients qui sont traités sont des patients avec une hémolyse, des patients dits avec une HPN classique, et donc soit qui ont, alors là, c'est le prototype du patient traité, une transfusion qui est en rapport direct avec l'hémolyse intravasculaire, soit avec des symptômes cliniques reliés à l'hémolyse intravasculaire, notamment des patients qui peuvent être fatigués, qui peuvent avoir des douleurs abdominales, qui peuvent avoir des dysphagies. À ce moment-là, on peut être amené à les traiter. C'est une inclination thérapeutique. Bien entendu, la thrombose, puisqu'avant que les inhibiteurs du complément soient disponibles, il faut savoir que la médiane de survie d'un patient HPN, c'était 22 ans. C'est-à-dire que le diagnostic à 30 ans, on perdait un malade sur 2 à 50. Et donc ça a vraiment permis de faire en sorte que ces malades retrouvent une survie comparable avec des patients du même âge et du même sexe. Et puis la grossesse, ça a aussi été une indication thérapeutique à condition d'avoir un clone de plus de 10% et des LDH de plus de 2 fois la normale. On a pu comme ça montrer que les patientes pouvaient accoucher en toute sécurité et avec des complications, enfin aucune complication au moment de l'accouchement pour la maman et pour le bébé. Bien entendu, il faut vacciner. Donc, pour les inhibiteurs terminaux, c'est plutôt une vaccination méningocoque, ACWY et B. Pour les inhibiteurs proximaux, on a tendance à être un peu plus large avec le pneumocoque et l'hémophilus. Tous ces patients ont une prophylaxie antibiotique prolongée, puisqu'ils ont de toute façon une inhibition du complément et qu'on veut absolument tout faire pour qu'il n'y ait pas de méningite. En pratique, on surveille aussi évidemment ces patients. On les vaccine aussi contre la grippe et le Covid. Et l'autre chose qu'on a toujours tendance à oublier, c'est les 2 points importants là dans cette fin de diapositive, c'est le fait qu'une HPN, par définition, je vous l'ai dit, si ça s'expand, c'est qu'il y a une insuffisance médulaire sous-jacente, donc il faut absolument faire des myélogrammes à ces malades pour avoir une analyse cytogénétique et découvrir ceux qui vont aller vers la myelodysplasie. C'est à peu près 10 à 15% sur 10 à 15 ans, donc ce n'est pas rien. Donc on fait ça tous les 18 mois à peu près. Et enfin, pour l'instant, pour la thrombose, il n'y a pas, on va le venir tout à l'heure, il n'y a pas de prophylaxie primaire antithrombotique. Par contre, quand le malade a thrombosé, on ne veut absolument pas qu'il rethrombose. Donc on fait inhibition du complément plus anticoagulation à vie et on pourra éventuellement en discuter. Alors en pratique, quels sont les traitements actuellement indiqués chez les patients HPN? Donc là, on a une petite variation au niveau international, à savoir que certains collègues commencent à traiter nos patients, notamment les Belges, quelques Anglais, les Allemands, par des inhibiteurs proximaux en première ligne. On pense qu'en France, on n'a pas assez de recul sur ces molécules pour pouvoir être
absolument certain qu'on ne va pas augmenter le risque de maladies auto-immunes, notamment d'IMA complexe, est-ce qu'on ne va pas augmenter le risque de cancer, est-ce qu'on ne va pas augmenter le risque d'infection. Donc, on attend d'avoir un peu plus de recul. Donc, on est tous d'accord et en accord avec nos autorités de santé pour dire qu'à l'heure actuelle, le traitement de première ligne d'un patient qui a une hémolyse significative dans le cas d'une HPN, c'est les anti-C5. On a commencé par l'éculizumab, vous le savez très bien, hein, le grand-père, il y a 20 ans, qui a transformé la vie des malades. Puis le ravulizumab, qui était injecté toutes les deux mois et pas toutes les 2 semaines. Puis le crovalimab, qui devrait bientôt arriver, qui est une molécule sous-cutanée dirigée contre le C5, développée par les laboratoires Roche et qui est injectée tous les mois. Voilà, donc on commence par là, et puis voilà ce qu'on a montré, hein, pour faire une longue histoire courte, on a montré qu'en fait, on avait sous anti-C5 à peu près 40% des malades qui étaient transfusés, soit régulièrement, soit ponctuellement, en tout cas des patients qui manifestement avaient besoin d'un support transfusionnel. C'est une étude qui a été faite avec un certain nombre de collègues et amis au niveau international, avec des patients qui étaient vraiment des patients hémolytiques, traités par anti-C5, très homogènes, pour qui on avait du recul. Et c'est quelque chose qui s'est vraiment reproduit de manière tout à fait dans toutes les études. Et donc en pratique, ça c'est simplement pour rappeler que quand on a un malade qui est traité par anti-C5, qu'est-ce qu'il faut faire si la réponse est suboptimale? Qu'est-ce qu'une réponse suboptimale? C'est un malade qui garde une hémoglobine à moins de 10 grammes par décilitre. La première chose, c'est regarder ses réticulocytes. Soit le malade n'est pas régénératif et à ce moment-là, il faut absolument oublier de penser, revenir au textbook et penser que voilà, dans une anémie hémolytique, il peut y avoir des carences. Il peut y avoir aussi un malade qui a une insuffisance rénale et qui fait qu'il a une anémie pour d'autres causes. L'insuffisance thyroïdienne aussi, hein, ça donne des anémies. Donc, faut peut-être pas passer à côté. Ça coûte moins cher qu'un inhibiteur proximal. Et puis, évidemment, l'évolution clonale. Hein, si on a un malade qui est anémique, qui est régénératif, il faut absolument le surveiller de manière rapprochée pour être sûr qu'il n'est pas en train de verser dans la myodysplasie, hein, une anomalie du 7 notamment, auquel cas là, ce sera une indication d'allogreffe en urgence et non plus une indication d'inhibiteur proximal. Et puis, il y a ces patients qui sont réticulocytaires, régénératifs, où là, en fait, on a 3 solutions. Une solution que nous ne verrons pas. Hein, on sait qu'en Asie, il y a un polymorphisme du C5 qui fait que l'éculizumab n'est pas capable d'inhiber ces malades, ne se fixe pas où il faut, pas capable de se fixer à cause de ce polymorphisme. Et donc, ces malades répondent au crovalimab, mais ne répondent pas à l'éculizumab. Ça n'existe pas en Europe. On n'a toujours pas publié, on devrait, parce que ça permettrait de clarifier les choses. Il y a une autre solution qui maintenant n'existe plus non plus, c'est l'ajustement des doses. Ça va aller avec l'éculizumab. Vous savez que l'éculizumab était donné à la même dose, 900 mg, toutes les 2 semaines à tous les malades de 3 à 77 ans. Et en gros, on sait qu'il fallait, chez environ 20% des malades, augmenter la dose. En revanche, le ravulizumab, lui, c'est en milligrammes par kilo. Donc, ce point-là est réglé. Et puis enfin, en effet, eh bien, on a la possibilité d'avoir une hémolyse extravasculaire de signification clinique, ou plus exactement une hémolyse intratissulaire de signification clinique. Et auquel cas, évidemment, pourquoi? Voilà, l'explication, c'est assez simple, c'est que quand on utilise des anti-C5, eh ben, on va bloquer au niveau terminal. Et donc, vous allez évidemment empêcher l'activation terminale du complément, la formation du complexe d'attaque membranaire, mais vous n'allez pas empêcher la fixation du C3 à la surface des cellules. Et quand ce C3 est fixé à la surface des cellules, cette opsonisation va adresser les globules rouges dans le foie et dans la rate et donc entraîner une hémolyse intratissulaire responsable de cette hémolyse dite de signification clinique intratissulaire. Et donc, pour pouvoir justement gérer cette hémolyse, nous on l'appelle extravasculaire ou intratissulaire, c'est la même chose, de signification clinique, c'est-à-dire de patients qui sont transfusés ou qui ont une anémie due à cette hémolyse, eh bien, on a les inhibiteurs proximaux. Et là, Oriane va nous en dire un peu plus, en sachant tout de même, j'insiste, que on retient ce diagnostic pour les patients réticulocytaires, donc une hémolyse, et donc de signification clinique anémique ou fatigué, hein, moins de 10 grammes 5. Pour l'instant, il n'y a pas d'indication d'un inhibiteur proximal chez un patient qui a plus de 10 grammes 5 et qui n'est pas régénératif. Alors justement, pour aider Régis éventuellement à pouvoir décider d'introduire cette thérapeutique, le groupe CITEM HPN s'est intéressé à une publication un peu ancienne de Risitano qui avait mis en évidence en fait assez facilement la détection. Vous voyez ici voilà, des MSI HPN qui expriment le C3, donc ce que Régis vous a montré qu'il y avait des dépôts de cette fraction du complément. Et donc, nous essayons de
de mettre en place en routine ce test cytométrique. Et donc là, je remercie Agathe qui gère ce projet au sein du groupe de m'avoir prêté cette diapositive. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver un anticorps qui permette, dans une utilisation de routine, donc si possible un anticorps directement couplé, qui soit stable, qui rentre dans tous les critères, voilà, qui nous permettrait d'accréditer cette technique et de pouvoir rendre des résultats donc robustes aux prescripteurs. Et vous voyez ici que, vous voyez, des exemples de 3 patients qui présentaient des 3 patients traités par, bien sûr, inhibiteurs anti de C5 et qui présentaient des pourcentages extrêmement variables de C3 à la surface de leur MSI de type 3, celles qui sont totalement déficitaires. Et c'est pour ça que là, il faudrait qu'on passe une première étape technique qui est de trouver le bon anticorps à utiliser. Et ensuite, on aimerait pouvoir étudier de façon prospective des patients traités par anti-C5 pour voir si le jour où tu décideras de les mettre sous anti-C3, eh bien, cette expression à la surface des MSI pourrait servir soit à être un facteur prédictif de réponse, ou au moins vous aider à switcher de thérapeutique. Alors simplement, mais ça va aller vite parce que je ne pense pas que ce soit le sujet de ce topo. Donc, on a actuellement 3 molécules inhibitrices du complément de manière proximale, qui d'ailleurs peuvent être utilisées dans plein d'autres maladies. C'est là l'intérêt. C'est pour ça qu'il y a autant de laboratoires intéressés par l'HPN. C'est que c'est un prototype de maladie complément médiée. Donc, si ça marche dans l'HPN, ça peut marcher dans 200 autres maladies complément médiées. Par contre, si ça ne marche pas dans l'HPN, c'est grillé pour les 200 autres. Et donc, en pratique, 3 molécules. La première, c'était le pegcetacoplan. C'est un anti-C3. C'est injecté par voie sous-cutanée 2 fois par semaine. Et c'est donc une molécule qui bloque au niveau du C3. L'iptacopan, donc ça, c'est l'avant-dernier arrivé sur... possiblement accessible aux patients. Donc, c'est un antifacteur B. C'est une petite molécule qui est par voie orale et on donne 200 mg matin et soir. Et puis, le dernier qui est désormais accessible, le facteur D, danicopan, qui lui est utilisé en association avec l'anti-C5. Le laboratoire Alexion a développé, enfin AstraZeneca a développé ce médicament en plus du traitement par anti-C5, avec un médicament qui est donné par voie orale 3 fois par jour et qui, là aussi, permet d'améliorer les résultats. Donc, en pratique, simplement, c'est juste une vision de ces 3 molécules. Ça marche évidemment très bien. Ça, c'est le pegcetacoplan. La première phase pour l'objectif primaire est là. Vous voyez que les patients qui sont restés sous anti-C5 ont une hémoglobine qui reste entre 8 et 9, alors que les patients sous pegcetacoplan ont quasiment une normalisation de l'hémoglobine. Et puis ensuite, eh bien, les patients qui sont en phase d'extension, qui reçoivent tous le pegcetacoplan, ont une normalisation d'hémoglobine, une tolérance qui est bonne, avec, alors je ne sais pas si je vous l'ai mis là, oui. Donc là, c'est l'iptacopan. Donc celui-ci, c'est donc le médicament en monothérapie aussi, 200 mg matin et soir. Et là encore, c'est assez exceptionnel. Vous voyez les patients en vert qui ont reçu l'iptacopan de manière randomisée, qui ont une tolérance remarquable au traitement. Et puis enfin, le danicopan, donc là, je vous le dis, c'est en association. Vous voyez exactement les mêmes résultats, à savoir que le fait de pouvoir traiter de manière proximale un malade fait qu'on a une augmentation de 3 à 4 points d'hémoglobine. Et ce sont des drogues qui sont par ailleurs bien tolérées. Alors, l'iptacopan, le danicopan sont parfaitement tolérés. On n'a jamais eu d'arrêt de traitement, en tout cas très peu. Voilà. Pour le pegcetacoplan, il nous a fallu du temps pour le comprendre. C'était le premier de sa classe à arriver. Et donc, on a compris avec ce médicament qu'en fait, ce qui se passe, c'est très important, je prends quand même le temps de le dire, même si on est un petit peu en retard, c'est que comme on a une efficacité à la fois sur l'intravasculaire et sur l'intratisculaire, on a une optimisation de la protection des globules HPN, ce qui fait qu'on a une hématopoïèse quasiment seulement HPN, ce qui fait qu'on a des patients qui ont 13 grammes d'hémoglobine, mais d'hémoglobine HPN seulement. Ce qui fait que si pour une raison ou une autre, ils ne sont plus bloqués, ah ben c'est un drame. Et il passe de 13 grammes à 5 grammes d'hémoglobine en 3 jours. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment en tête avec les anti-C5, parce qu'on avait un peu le temps. Il passait par 7-8 grammes d'hémoglobine, ça allait bien. Mais par contre, les proximaux, il faut réagir immédiatement. Et donc, c'est ce qu'on a appris avec l'anti-C3, un peu à ses dépens, puisque c'est lui qui a évidemment qui a un petit peu essuyé les plâtres. Et donc, en pratique, dès qu'un patient a une fièvre ou quoi que ce soit, il faut réagir immédiatement. Donc, pour le pegcetacoplan, il faut augmenter les doses de 2 à 3 fois par semaine immédiatement. Si jamais ils deviennent anémiques, il faut les transfuser, les hospitaliser, faire une injection anti-C5. Enfin, c'est quand même pas simple. Et en sachant qu'avec les 2 autres, c'est peut-être un tout petit peu plus facile, mais on peut avoir des accidents. Il faut que je me remette dans le champ, parce que sinon, je vais me faire engueuler. Et donc, voilà. Donc, simplement, maintenant, on sait manager, mais au départ, ça n'a pas été simple. Et maintenant, en effet, ces molécules sont très safe et les patients vous disent, ils sont vraiment comme avant, avec une hémoglobine normale. On avance sur la thrombose. Alors, c'est
peut-être moi qui commence. Donc, la thrombose dans l'HPN, ça a été vraiment un problème majeur, un problème dramatique. C'était pour nous il y a 20 ans, et encore une fois, moi j'ai eu cette chance sur ma vie médicale, à la fois en tant qu'interne chef, puis ensuite médecin senior, de vivre cette révolution thérapeutique, puisque au moment où j'étais chef, on voyait littéralement des patients mourir de thrombose jeunes, hein, de Budd-Chiari qui se répétaient, et on n'avait rien à faire, les anticoagulants ne fonctionnaient pas. En tout cas, on avait des récurrences de thrombose sous anticoagulants. Et puis ensuite, on a eu les inhibiteurs du complément qui ont permis d'améliorer les choses. Et puis, on va le voir avec Oriane aussi sur le plan de la cytométrie, la possibilité d'identifier les malades à risque. Donc là, le reste, je pense que ce n'est pas trop important. Je te laisse avancer. Oui. Merci Régis. Donc, le second objectif de l'observatoire que nous avons ouvert et que je co-coordonne avec le docteur Magali Le Gars-Tavernier, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui, c'était s'intéresser justement à ces fameux types 2 nous sommes capables maintenant de détecter depuis l'utilisation du flair sur les leucocytes. Alors, les types 2 sur les hématies sont connus depuis très longtemps et on connaît leur importance en physiopathologie. Il a été récemment montré par l'équipe anglaise que les patients qui présentaient une proportion de type 2 plus élevée au sein des hématies, eh bien, étaient ceux qui présentaient le plus souvent des thromboses. Donc, on s'est donc intéressé, nous, au type 2 sur les leucocytes. Donc, en reprenant ce même observatoire, on avait 352 patients qui avaient un clone majoritaire de plus de 50%. Les types 2 étaient évaluables puisque je vous ai dit qu'on avait récupéré des données parfois un peu anciennes où le flair n'était pas présent. Donc, on a pu évaluer les types 2 chez 125 patients et simplement rapidement, on a évalué en fait la proportion relative de ces types 2 au sein du clone et déterminé une valeur seuil de 3% qui nous a permis de définir un groupe qu'on a appelé le high type 2 qui correspondait à 22 patients, la majorité des patients, les 103 patients, étant les low type 2, et on a défini ce seuil sur la présence d'une hémolyse biologique chez ces patients. Et quand on a regardé, donc évidemment, les patients low type 2 avaient le plus d'hémolyse, mais on voyait aussi une hémolyse chez environ 50% des patients high type 2. Et ce qui nous a surtout intéressé, c'est les événements thrombotiques, puisque vous voyez au diagnostic, on avait plus d'événements thrombotiques chez les patients qui avaient cette proportion de type 2 élevée par rapport au low type 2. Et également, en suivi cumulé, on retrouvait cette importance du nombre de thromboses chez les patients qui avaient une proportion de type 2 plus élevée. Et on a ensuite étendu l'étude aux clones les plus faibles, donc 221 patients qui avaient moins de 50%, donc un clone de taille entre 1 et 50%. 205 avaient des types 2 évaluables et on a retrouvé des résultats à peu près superposables avec une hémolyse plus fréquente chez les low type 2 que chez les high type 2. Et donc là, on n'avait aucun événement thrombotique au diagnostic chez ces patients, mais les 2 cas de thrombose que nous avons observés étaient survenus chez les patients qui présentaient cette proportion. Pour étudier ces patients avec des tailles de clones plus réduites, on a vraiment établi un pourcentage relatif, donc c'est vraiment une proportion de type 2 au sein du clone. Donc voilà, donc ces résultats, on les a présentés au dernier congrès de la H et on espère les publier prochainement parce qu'ils intéressent assez fortement nos amis cliniciens. Si ça peut être effectivement un élément biologique facilement quantifiable par les cytométries, ça nécessitera de faire juste un petit calcul pour vous rendre le résultat. Mais voilà, si ça peut être quelque chose qui peut vous aider à guider les patients, à surveiller ceux qui sont plus à risque de thrombose, c'est probablement assez intéressant. Et nous finissons avec les take-home messages. Donc, je vais faire les 2 premiers. Donc, vous l'avez compris, le diagnostic de l'HPN se fait par cytométrie en flux. Et donc, la biologie moléculaire n'a pas d'intérêt diagnostique. Et Régis vous a rappelé les indications. Donc, face à une insuffisance médulaire, une anémie hémolytique TDA négatif et ou une thrombose inexpliquée, il faut rechercher un clone HPN. Donc, c'est rarement une indication de première intention. Et ensuite, donc, il faut vraiment, les indications, on l'a vu, hein, c'est les hémolyses intravasculaires de signification clinique, la thrombose et puis la transfusion. Encore une fois, les anti-C5 en première ligne. Bien entendu, 40% vont être anémiques ou transfusés, mais vous aurez tout le loisir de changer à 6 mois. Ça veut quand même dire que 60% des malades sont contrôlés de manière satisfaisante sous anti-C5. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on a le temps, surtout qu'on n'a pas encore, je pense, assez de données
notamment de safety, même s'il n'y a absolument aucune inquiétude. Hein. Mais bon, je pense que voilà, quand on a un traitement qui est efficace avec le recul qu'on a, on peut peut-être attendre encore un peu avant de mettre tout le monde sous Proximo. Et puis, en effet, la Proximo, c'est spectaculaire. Ça fonctionne en quasiment 2 semaines. Hein. Les patients se sentent beaucoup mieux, sont bien tolérés. On sait maintenant bien les manager. Et donc, c'est maintenant la difficulté. C'est pour ça que je vous encourage à nous contacter au travers de la RCP aplasie médulaire qui a lieu les premiers et troisièmes mercredis du mois pour vos malades. Parce qu'évidemment, quand on a plus de molécules que de malades, c'est pas super simple. On ne va pas s'en plaindre. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Bonjour. J'ai bien compris que ça ne vous intéressait pas, mais je voudrais savoir, est-ce que la biologie moléculaire permet de différencier les 3 classes de clones HPN, des très représentés, moyennement et pas du tout représentés, ou est-ce que c'est pareil? Et est-ce qu'il y a des variants comment dire, récurrents? Alors ça, pour l'instant, on n'a pas montré d'association entre le type de mutation et le type de clone. Mais je pense que c'est quelque chose que vous pourrez peut-être regarder, puisque vous avez les données. Il faut Oui, trier effectivement les cellules. Extraire, mais voilà. Pour l'instant, non. Et il y a des clones récurrents ou c'est apparemment c'est pas très fréquent, donc j'imagine ça. On peut aussi avoir des clones différents Non, des variants récurrents. Des variants qu'on retrouve tout le temps. Non, non. Il n'y a pas forcément, ça aussi c'est important. C'est pas que des mutations, ça peut être des insertions, des inversions, des délétions, ça peut être de tout. Une insertion, c'est une mutation. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de récurrence en tout cas. Oriane, tu peux rappeler quelle était la porte d'entrée phénotypique pour la recherche des petits clones? Alors, le plus souvent dans l'observatoire, tu veux dire pour Oui, dans l'observatoire, oui. Oui, c'est essentiellement, majoritairement des insuffisances médulaires. En fait, on a vraiment demandé aux cytométristes d'inclure tout clone détecté. Alors, parfois, on n'avait pas, quand c'était des CHU qui sous-traitaient des demandes d'autres laboratoires, on n'avait parfois pas les indications, mais on les a en gros pour 98% des patients. Et majoritairement, pour les clones inférieurs à 1%, on est vraiment comme dans l'étude anglaise. Donc, il n'y a personne dans cet observatoire qui avait un hémogramme strictement normal, on est d'accord? Ah non, parce qu'à priori, il y a toujours eu une indication. S'il y avait un hémogramme normal, c'est parce qu'il y avait une thrombose de site inhabituelle, tu vois. D'accord. Voilà. Pour l'histoire du C3 et de l'hémolyse intratissulaire qui peut être auto-entretenue et favorisée par le blocage du C5, c'est une question un peu provocatrice. Pourquoi pas uniquement se baser sur la positivité plus ou moins forte du test direct à l'antiglobuline avec l'anti-C3? Oui. En fait, c'est vraiment un équivalence qu'on fait par cytométrie en flux. Effectivement, c'est vraiment ça qu'on regarde, mais on va le quantifier de façon précise. C'est ça l'idée, tu vois, de le quantifier de façon précise. Après, peut-être que finalement, on ne trouvera pas un intérêt majeur, mais ça vaut vraiment le coup, je pense, de le tester. Notamment oui, et puis l'idée aussi, c'est évidemment d'avoir une relation entre la réticulocytose et le dépôt de C3 et la hémoglobine. Mais ce qu'il y a, c'est que dans l'HPN, il n'y a pas que l'hémolyse, en fait. Il y a aussi une insuffisance médulaire sous-jacente et la réserve médulaire peut influer sur le résultat. Donc, bon, ça mérite quand même le coup de regarder. Bon, si ça sort, tant mieux. Si ça ne sort pas, voilà. Et juste, pardon, une dernière question pour Régis. Est-ce que tu as connaissance dans la littérature d'études qui ont regardé sur des séries de thromboses spontanées, un patient à hémogramme normal, s'il y avait une surreprésentation de clones d'HPN de taille variable? En d'autres termes, est-ce que ça a été recherché parmi les causes de thrombophilie en population générale? Alors non, ça, je n'ai pas vu. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que dans le registre français, il y a 464 patients. Il y en a 32 qui ont été diagnostiqués sur une thrombose inaugurale et que sur ces 32, il y en avait 16 qui avaient une numération strictement normale. Mais les thromboses, et il n'y avait pas que des buts carrés, il y avait aussi des phlébites. Mais pourquoi ça a été recherché? Donc voilà un peu. Donc c'est rare, mais c'est rare. Moi, j'ai deux mini-questions. On a complètement éliminé la cause constitutionnelle de l'HPN. C'est compliqué cette question. Non, on n'a pas complètement éliminé. On est justement en train d'ouvrir ce chapitre. On a en effet trouvé l'année dernière des mutations, des variants et des mutations constitutionnelles dans les protéines régulatrices du complément chez les patients qui avaient une HPN, avec une influence notamment sur les traitements, puisque ces patients répondent moins bien aux inhibiteurs proximaux. Et c'est très, très peu. Hein. On a 15% de patients qui ont ces mutations, qui fait dire que peut-être que pas tout le monde développerait une HPN. Donc, on est vraiment en train d'ouvrir les choses. Et ça a été confirmé par des collègues américains à l'ASH cette année. Donc, ce n'est pas quelque chose
Manifestement, c'est vrai. Ça existe. C'est toujours plus facile quand c'est reproduit par les autres groupes. Et donc, en effet, maintenant, on est en train d'essayer de comprendre, mais voilà, ça ouvre, mais pour l'instant, ça n'a pas d'influence sur la clinique. Mais en tout cas, voilà, c'est pas aussi clair qu'avant. Et la dernière, c'est en fait, moi, je ne comprends pas pourquoi vous restez sur les anti-C5 alors que les anti-C3 ont l'air bien meilleurs que les. Alors, non, mais bien sûr qu'ils sont beaucoup plus performants. C'est simplement le fait que quand tu bloques au niveau C3, tu vas évidemment annihiler l'ensemble des fonctions proximales. Et dans les fonctions proximales, il n'y a pas que l'HPN, en tout cas, ce qui nous arrange, c'est-à-dire qu'il y a aussi un rôle dans l'élimination des immuns complexes, par exemple. Donc, il y a un rôle finalement dans la protection de l'auto-immunité. Il y a de plus en plus de papiers dans le rôle du complément dans le cancer, même si jusque-là, ce n'était pas forcément en première ligne. Il y a quand même le pneumocoque, l'hémophilus, qui eux aussi, il y a manifestement un rôle, l'émission proximale, dans le contrôle de ces maladies, alors qu'en terminale, c'est que le méningo, entre guillemets. Et donc, je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a des données très rassurantes. On a à peu près 3-4 ans, 2-3 ans. Les données de 48 semaines, là, vont être des données de long terme du diptacopan vont être, je l'espère, publiées assez vite. Donc, on a des données rassurantes, mais on aimerait bien avoir un peu plus, 5-6 ans, 10 ans de safety, quoi. Mais encore une fois, c'est notre vision des choses, c'est une vision très française. Hein, les Belges, les Allemands et les Anglais, ça ne les dérange pas. Même si les Anglais, ça ne dérange pas à Leeds, mais ça dérange le King's College. Donc voilà, mais en tout cas, il y a des experts qui vont directement au proximo première ligne. Bon, nous, ça n'a pas été notre choix, mais voilà. J'ai deux toutes petites questions. Est-ce que les facteurs génétiques de résistance au traitement ont été caractérisés chez les populations subsahariennes, dans la mesure où nous utilisons ces produits-là pour d'autres motifs, comme vous savez. Alors, je n'ai pas de patient subsaharien traité par inhibiteur du complément pour des raisons économiques évidentes. Après, on peut évidemment regarder. Hein, Véronique Frémaux-Bacchi connaît exactement les mutations en question. Donc, elle peut le rechercher. En tout cas, dans les populations caucasiennes, ce n'est pas le cas. Mais on peut évidemment regarder dans ces populations-là sans aucun problème. Et l'autre qui va témoigner de mon ignorance, est-ce que le NGS myéloïde montre des choses particulières dans cette population de patients? Alors oui, tout à fait, mais là on ouvre encore un autre chapitre, c'est qu'en fait dans les insuffisances médulaires, en effet, le NGS myéloïde montre des mutations de cancer, de mutations associées au cancer, hein, avec DMT3A, SXL1, RUNX1, etc. La seule chose, c'est qu'en fait, ces mutations n'ont pas la même, ne signifient pas la même chose que dans les myodysplasies ou les leucémies aiguës, c'est-à-dire qu'on a publié l'étude RACE, qui est une étude randomisée sur un grand nombre de malades, aplasie médulaire, avec ou sans HPN, avec des prélèvements baseline 6 mois et 2 ans. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les aplasies médulaires acquises, donc auto-immunes, on a 30% de malades au diagnostic qui sont mutés, 60% après traitement immunosuppresseur et 80% à 2 ans. Et pour autant, on va avoir 10% de malades qui vont faire une leucémie aiguë. Donc ça n'a pas du tout le même sens que dans le myéloïde. Mais là encore, pour l'instant, c'est de la recherche. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Et juste, vous avez bien montré, c'est donc des phénotypes cliniques assez différents, une histoire naturelle probablement un peu différente. Et finalement, la thrombose n'est pas forcément corrélée au phénotype hémolytique. Est-ce qu'on a des idées sur les mécanismes de la thrombose? Est-ce que c'est le complément, les plaquettes? Alors, c'est une question très compliquée, Geoffroy, parce que c'est multifactoriel. On sait qu'il y a des mécanismes qui sont liés à l'hémolyse, d'autres qui sont indépendants de l'hémolyse. Et en fait, je crois que personne ne pourrait répondre aujourd'hui à ta question. Non, c'est-à-dire qu'en effet, c'est bien entendu, alors dans l'HPN, il y a une activation endothéliale. Donc forcément, là, on se demande s'il n'y a pas une mutation qui surviendrait au niveau de l'hémangioblaste. Donc, est-ce que finalement les cellules endothéliales ne sont pas aussi HPN et se délitent et donc seraient à cause de la thrombose? Il y a des microparticules, parce que l'HPN, ce n'est pas que sur les blancs et les rouges, c'est aussi sur les plaquettes. Donc, ça aussi, c'est un facteur possiblement prothrombotique. Il y a une vasoconstriction au moment des crises, parce que l'hémoglobine, il y a l'amoplexie, il y a la leptoglobine, puis après, l'oxydation de l'hémoglobine pour faire de la méthaglobine pour éliminer. Et ça consomme du NO. Et quand on a une consommation, ça fait une vasoconstriction, donc une stase. Donc, c'est prothrombotique. Mais voilà, il y a plein de facteurs prothrombotiques, mais c'est terriblement frustrant. On ne sait pas pourquoi les malades, à un moment donné, thrombose, et pourquoi aussi thrombose dans des secteurs de myeloprolifératifs. Budd-Chiari, c'est vraiment des secteurs de syndrome myeloprolifératif. Et ça, on ne sait pas. Et c'est terriblement frustrant. Mais on cherche.
Oui, merci beaucoup.